fois par mois, le SEM et le Tetris accueillent 2 artistes pour un temps de discussion et de bavardage autour de la question d'être un ou une artiste, de leur parcours et recueillir plusieurs témoignages, ainsi que les questions du public. Plus d'informations sur le site letetris.fr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 2e édition de Bavardage. C'est notre rendez-vous mensuel imaginé par le SEM et le Tetris. Un espace pour prendre le temps, pour raconter les vrais parcours d'artistes, se fait avec passion, avec des doutes parfois, de la débrouille, des virages, des rêves et beaucoup de travail. Et ce soir, on accueille pour cette 2e édition 2 artistes liés par la musique, par l'histoire et surtout par une exigence du métier. C'est Thomas Stadtel. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Pas tout à fait. J'ai oublié de demander comment prononcer. C'est pas grave, c'est Stadtel. Thomas Stadtel. Et Pauline, alias Lottie. Bonsoir. Salut. On va pouvoir avoir cet échange donc entre vous et puis avec le public qui est ici, qui va pouvoir aussi peut-être nous amener quelques questions autour de la vie d'artiste et des questions qu'on pourra soulever aussi. Alors pour commencer, Thomas a 21 ans, déjà pro, sur scène, en tournée, en studio. Tu as traversé plusieurs décennies de musique, des années 80 à aujourd'hui, partagé la scène avec des artistes comme Yosek, Elliott Murphy, Santa Cruz, La Folie Ordinaire, les Roadrunners, bien d'autres qu'on ne citera pas, clavériste, compositeur, prof au SEM, animateur d'atelier, formateur, bref, une vraie multicasquette, avant même que le mot soit à la mode. Et puis, à côté de toi, Lottie, qui est aussi artiste havraise, bercée par la musique depuis l'enfance, passée par le rock, la soul, avant de trouver sa voie dans le hip-hop, une écriture franche, un univers singulier et des influences multiples. Et puis une actualité, un nouveau virage pour cette année, un EP qui sort prochainement, le 30 janvier un single et puis de nouvelles premières parties. Bref, une vision très affirmée de l'indépendance. Et ce soir, vous allez donc croiser vos regards sur le métier d'artiste. Alors pour commencer, on va préciser que vous êtes de la même famille, d'où le nom de famille. Et donc, en effet, votre parcours va peut-être se croiser sur le fait que tu es avec ton papa ce soir. Oui. J'aimerais qu'on parle aussi évidemment de l'évolution de la musique à l'époque et aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que cette relation déjà dans la musique, elle a changé pour vous avec le temps ou est-ce qu'elle reste toujours la même aujourd'hui ? Elle est forcément mouvante puisque nous-mêmes on change. C'est-à-dire que pour moi, ça a démarré à l'enfance, la musique. C'est vraiment quelque chose, je me souviens du jour où mon père m'a proposé d'aller, de rejoindre une école de musique à Laval, bled où on vivait. Et je me souviens de ce jour-là, dans la R6, est-ce que tu veux faire de la musique ? Et j'avais 6 ans, et en fait, quand il a prononcé cette phrase-là, c'était évident. Je me suis dit, mais évidemment que je veux faire de la musique, alors que 10 minutes avant, j'en avais pas du tout l'idée, en fait. Mais ça, c'est l'enfance. Les enfants sont assez... c'est une drôle d'espèce, les enfants. Et j'en étais un... Et donc, je te coupe, parce que ce qui est assez drôle, parce que je crois que quand tu m'as dit, est-ce que je peux t'inscrire... est-ce que tu veux t'inscrire au SEM en chant, c'était dans une R5. Ah oui, peut-être. On est fidèle à Renaud dans la famille. Voilà, exactement. Et mais là, ça vient de me faire tilt et je me rappelle précisément de ce moment aussi. Voilà, je te laisse continuer. Voilà, le moment... C'était ma question, j'allais dire, est-ce que c'était la même voiture ? Bon, okay. Non. Renaud, c'est pas si solide. Mais bon, bref. Et du coup, oui, non, en fait, moi, j'ai eu un rapport dans l'enfance vraiment... émerveillé par la musique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite happé et alors du coup après vraiment carrément obsessionnel à l'adolescence, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est devenu un truc je ne faisais que ça et évidemment après on grandit, on mûrit et on vieillit et donc on va dire que je suis passé un peu d'une obsession à un ensemble de compétences et de choses que j'essaie de mettre au service d'albums, d'artistes, de la transmission de plein d'aspects différents. Mais j'arrive à être un peu plus détaché. Je suis un peu moins obsessionnel que je pouvais l'être. Mais ça, c'est aussi parce que je suis vieux. Voilà. Donc la musique vient de ton papa. Est-ce que lui aussi était musicien ? Oui, ouais. Alors c'est marrant parce que alors lui, il était dans le jazz. Il aimait bien le jazz. Il faisait il fait toujours d'ailleurs, il fait toujours du banjo, il a 80 ans, il joue encore avec des groupes et tout, enfin c'est vraiment étrange, il a écrit des bouquins sur le jazz et tout, et je dois dire que pendant longtemps, en fait,
comme il m'a gavé de jazz, voilà, le premier truc que j'ai fait à 14 ans, c'est de faire du rock, quoi, parce que vraiment, je n'en pouvais plus du jazz, quoi. Mais sauf que ça m'a forcément influencé. Enfin, j'ai baigné là-dedans, j'ai entendu de la musique très tôt, quand j'étais gamin, et cette musique-là aussi. Et du coup, c'est quand même assez viral, quoi, la musique. Ça vous rentre dans l'oreille, ça vous transperce le corps, ça circule partout, et finalement, qu'on le veuille ou non, ça finit par nous habiter, quoi. Et alors, évidemment, j'ai pas du tout un parcours qui est celui d'un jazzman, etc. Mais je reconnais que c'est des musiques qui aujourd'hui, je suis beaucoup moins en rébellion que quand j'avais 14 ans, mais qui aujourd'hui me parlent, me touchent, et dans lesquelles en fait je me dis oui, finalement t'es allé chercher ça, quoi, par d'autres travers, quoi, voilà. Donc quelques années plus tard, même scénario, dans une voiture, rebelote, papa demande oui. Tu veux faire de la musique? Enfin là c'est même différent, c'est est-ce que je peux t'inscrire? Il y avait déjà cette envie de... Ouais. Alors, je sais pas exactement que tu veux faire de la musique comme ça, mais effectivement je pense qu'il m'entendait un peu chanter sous la douche et qu'il s'est dit est-ce que tu as envie de faire des ateliers au SEM, donc le SEM, cette école dans laquelle nous nous trouvons presque, on va dire, et dans laquelle effectivement j'ai commencé moi mes premières expériences de chant, de scène et tout ça. Et ouais, c'est un moment assez important et c'est un moment dont je me rappelle parce que j'ai une très mauvaise mémoire et je me rappelle de ce moment. Et je sais que c'est dans la voiture. Un peu différent parce que là, il n'y a pas cette hantise du rock où tu dis je vais faire ma rebelle et je vais faire autre chose. Au contraire. Alors c'est vrai que du coup, il m'a quand même un peu transmis son traumatisme du jazz. Ça, en fait, il a été tellement moqué. Mais je pense que pour lui, c'est comme les huîtres. C'est-à-dire que ça vient quand tu grandis, tu vois, c'est comme le café. Là, effectivement, je pense que tu vas pas tarder à y venir. Mais ouais, le jazz, j'ai pas grandi du tout là-dedans, mais par contre, j'ai grandi dans le rock, même je dirais dans le rock indé et toutes ses formes. Et j'ai apprécié cette musique assez vite. Et je pense que quand j'ai commencé au SEM, les ateliers avec mes camarades et tout, on était barrés dans le rock, quoi, ou dans la pop, dans le pop rock. Mais on était plus là-dedans que dans le hip-hop dans un premier temps, quand j'étais en préadolescence. Thomas, toi tu as commencé donc très jeune, à une époque où les carrières se construisent très différemment d'aujourd'hui. C'était comment de devenir pro à 21 ans ? Alors en fait, y avait quand même un petit parcours avant, puisque j'ai monté donc mon premier groupe quand j'avais 14 ans, donc un groupe de garage rock 60s. On était en plein revival de cette musique. Alors c'est toujours marrant parce que en fait je faisais la musique qu'auraient pu écouter mes parents, mais enfin bon, c'est comme ça. Et du coup, moi j'ai vécu ces débuts-là, donc c'était au milieu des années 80. Et en France, il y avait une espèce de movida quand même, quoi. Enfin, la gauche venait d'arriver au pouvoir. C'était Jacques Lang qui était ministre de la Culture. Il y a eu la première fête de la musique. La première fois que j'ai joué en public, c'était la première fête de la musique, quoi, en 1982 ou 3, je crois. Voilà. Et du coup, voilà, on sortait de Giscard et tout ça. On était archi contents, quoi. Enfin, même si moi j'étais gamin, on sentait bien qu'il y avait une émulation et une envie de liberté, en fait, quoi. Les gens avaient envie de se retrouver dans des bistrots, dans des clubs, dans des salles de concert pour jouer. Le problème, c'est que des salles de concert, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, ou quasiment pas. Donc ce qui existait, c'était des clubs, des petites associations qui organisaient des petits festivals qui après ont pu devenir énormes d'ailleurs. Mais il y avait quand même tout un tissu comme ça qui permettait à des groupes, on dit aujourd'hui des groupes émergents, de se produire. Alors, il n'y avait rien de professionnel. On jouait sur des palettes, dans des bistrots, on était payé au cul du camion, comme on dit, quand on était payé. On dormait dans nos camions, voilà. Mais par contre, le truc qui était chouette, c'est qu'on pouvait envoyer une cassette à 3 bistrots en Bretagne, partir en se disant tiens, j'ai 4 dates, et puis le bistrot quand t'arrives il disait attends, je vais appeler mon pote à Saint-Paul-de-Léon ou à Dinard, j'ai des petits jeunes là, ils sont super, tu peux les prendre après-demain, machin. Et en fait on pouvait faire 10 dates, quoi, voilà. Donc c'était pas du tout pro, mais quand même on jouait, et quand on joue on apprend le métier, ça vraiment, et surtout quand on joue dans des conditions un peu dégueulasses au début, ça apprend quand même des choses, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, alors qu'il y a aussi cette dimension là, il n'y avait pas du tout de formation sur ces musiques là, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une découverte et dans un défrichage absolument complet. On répétait dans des caves crado avec du matériel totalement inadapté. C'est un miracle que j'ai pas été électrocuté 25 fois déjà. Et puis non, puis il y avait, on faisait vraiment,
on écoutait plein de disques, plein de musique, puis on se disait, on va essayer de faire la même chose, on va essayer de faire des reprises, des trucs. Donc c'était brinque-ballant, on n'était pas formés, il n'y avait rien pour nous aider, mais du coup on bossait, quoi, et on était quand même un peu opiniâtres. Et du coup, cette opiniâtreté-là a fait, et puis comme je le disais tout à l'heure, j'étais quand même bien obsédé, a fait que quand même j'ai progressé, je suis devenu un musicien un peu compétent assez vite, et du coup j'ai eu la chance donc d'être appelé par les Roadrunners au Havre. Sinon je n'aurais jamais mis les pieds au Havre, ce que j'aurais regretté vraiment. Et donc je suis arrivé effectivement à 21 ans au Havre pour le début d'une carrière professionnelle, pile poil au moment où je n'en pouvais plus de faire des pseudo-études d'anglais pour faire patienter mes parents en attendant de faire que de la musique, quoi. Voilà. À ce moment-là, est-ce que tu te rendais compte que tu construisais une carrière longue ou tu étais vraiment dans l'instant de dire on voit où ça nous mène ? Alors de ce point de vue-là, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que c'est difficile en fait de projeter sur 6 mois, 1 an, 2 ans, machin, et de parler de carrière. Non, j'étais vraiment dans l'instant. J'étais très content parce qu'en fait, quand je répétais pas, je faisais de la scène. Quand je faisais pas de la scène, j'étais en studio. Quand je faisais pas du studio, je répétais. Donc moi, ce que je voulais, c'était faire de la musique, faire de la musique, faire de la musique. Et donc du coup, que ce soit pour 3 mois, 6 mois, 1 an ou 35 ans, j'en avais aucune idée. Mais en tout cas, l'instant existait et j'en profitais à fond. Toi, Lottie, on l'a dit, tu viens d'univers musicaux très différents, très riches. À quel moment tu as trouvé ta propre voix et du coup, tu as quitté ce côté un peu rock au lycée vers quelque chose de plus hip-hop, une esthétique aussi qui te correspond bien ? Vers 15-16 ans, je pense, au lycée, ouais. Au lycée, j'ai découvert des artistes, notamment Eminem, qui m'ont absolument époustouflée. Et en fait, j'ai commencé par imitation, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'en plus, il y avait un truc de meuf dans le hip-hop ou dans le rap où t'es pas beaucoup représenté. Moi, à ce moment-là, je connaissais pas bien les filles comme Lauryn Hill, etc. C'est des trucs que j'ai découvert plus tard. Et en fait, c'est beaucoup des mecs qui me sont venus aux oreilles d'abord. Et aussi parce qu'en fait, dans cette période-là, c'est ce qu'on écoutait, quoi. On écoutait beaucoup de mecs. Voilà. C'est assez récent quand même qu'on commence à mettre les femmes vraiment devant. Et je traînais avec beaucoup de mecs aussi. Donc bref, ceci explique cela. Et en fait, par imitation et un peu par ego, c'est vraiment venu comme moi aussi je peux rapper et je peux rapper vite et je peux faire des choses de cet ordre-là. Après, dans la forme, en fait, comme j'ai été accompagnée très tôt de mes 2 beatmakers qui sont Isas et Lou, en fait, leur univers m'a aussi directement inspirée. Et en fait, on a fait quelque chose qui était beaucoup plus mélancolique dès le départ, même si c'était du hip-hop et même si je rappais. Ça a toujours été quand même un peu pop, finalement, mais c'était avant. Donc là, on parle d'il y a 4 ans, mais c'était quand mon projet a commencé. Mais c'était avant qu'il y ait ce flou entre les frontières et où on puisse dire aussi que là, on ne sait pas trop si c'est du rap ou de la pop. Je pense que si mon projet, tel qu'il est, il avait été fait aujourd'hui, je pense que ce serait plus considéré comme du hip-hop. Après, l'inverse est vrai aussi. On a tendance aussi aujourd'hui à dire que telle femme fait du rap juste parce que sur un couplet, elle va rapper un peu et du coup, ça va lui enlever aussi toute cette esthétique pop dont elle pourrait s'emparer. Donc voilà, je m'égare, mais en tout cas, c'est vers 15-16 ans que ça a commencé à arriver, ce nouvel esthétique, quoi, et toute cette nouvelle culture aussi, avec mes potes de lycée. À fumer des ouinges et à écouter du hip-hop toute la journée et voilà, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'en effet, évidemment, vous n'avez pas la même expérience ni la même longueur de jeu, mais évidemment, en 4 ans, tu as beaucoup évolué. Ouais. Tu as découvert plein de choses. Tu dirais que ton papa t'a quand même un peu aidé ou justement il y avait une distance dans peut-être l'expérience partagée ou même dans j'aimerais peut-être plus pencher vers cette esthétique. Vous aviez un échange ou au contraire il n'y avait pas de discussion là-dessus? Non, depuis 4 ans, de toute façon on est assez proches. Voilà, ça va, on s'en sort pas trop mal dans notre relation. Donc on s'appelle assez régulièrement, on parle musique, mais voilà, je dirais que ça a été assez distant quand même, en fait. Je te laisse en parler, mais je sais pas, parce que tu as peut-être un autre regard, mais moi en tout cas, tel que je l'ai senti, quand j'ai fait Bourges, quand tout ça, il a juste regardé ce qui se passait, il m'a
conseillé comme il pouvait. Il n'y a pas si longtemps, il m'a un peu tiré de la merde aussi, en essayant de m'aider, etc. Mais il a toujours eu un peu de distance, il regardait ça de loin, il m'a laissé faire mon truc. Comme on a dit juste avant, c'est aussi une génération, une culture musicale un peu différente, un entourage forcément différent. Ça, je pense que ça revient à la génération et tout, et juste le milieu de la musique actuelle par rapport à son milieu. Donc voilà, je crois que tu as regardé un peu les choses de loin tout en étant présent à l'image du père qu'il est, si je puis me permettre. Non, mais c'est difficile enfin effectivement, déjà c'est pas la même culture, c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas le même business, c'est pas le même réseau. Voilà, c'est pas le même réseau, même s'il y a des passerelles heureusement, mais déjà voilà, c'est des choses que moi je maîtrise pas forcément et tout ça. Et puis bon, alors après ça c'est chacun voit midi à sa fenêtre, même si je peux avoir des fois un côté mère juive. Pour le reste, j'essaie quand même de garder une certaine distance. C'est sa vie, c'est son truc. Je me vois mal interférer dans ses choix de carrière, de ses choix esthétiques, sauf si elle me sollicitait, ce qu'elle ne fait pas. Donc dans ce cas-là, voilà. Et puis je pense que non, mais je plaisante. Mais voilà, je me sens pas spécialement autorisé en fait je peux donner mon avis esthétiquement, comme elle me fait souvent écouter sa musique par contre, et moi aussi je lui fais écouter ce que je produis, et là on peut se donner des avis assez francs d'ailleurs, et je pense que des fois elle est contente que je lui dise ton refrain il est bien, mais ton couplet, enfin voilà, des choses un peu techniques on va dire, ou tout simplement de ressenti, de feeling, mais pour le reste non, j'essaie quand même de rester à ma place. Ça m'importe de rester à ma place en tout cas. Tu nous en as un petit peu parlé, mais l'année dernière, tu as connu une période de changement dans ta musique très importante, dans ton entourage musical aussi, dans ton organisation. Quand on fait un changement comme ça, on imagine tout en globalité, c'est-à-dire une nouvelle organisation, un nouvel entourage, mais aussi de la nouvelle musique, des nouveaux projets. Est-ce qu'il y a quand même un risque quand on change totalement, mais en même temps, c'était un besoin ? Il y avait besoin de changer, donc comment est-ce que toi tu te retrouves justement dans ce genre de situation où tu te dis il y a un besoin de changement et en même temps ça me permet de réfléchir à mon projet en globalité? En fait, il y a un truc que j'ai pris de mon père pour faire lien avec la discussion, c'est la résilience. Et je pense que c'est un truc super important dans la musique, vu comment c'est hard. Je crois qu'il faut savoir souffler un bon coup. Alors, il y a plein de phases avant la résilience, mais ça fait vraiment partie du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, y a des musiciens pour lesquels ça va très vite et puis ça redescend tout aussi vite. Il y a des gens, c'est 15 ans de carrière avant qu'ils connaissent une reconnaissance musicale qui n'est pas obligatoire pour faire carrière dans la musique. D'ailleurs, en tout cas, pas une reconnaissance comme on l'entend, mais je suis sûre qu'on en parlera. Donc voilà, la résilience c'est super important et il m'est arrivé effectivement ce truc l'année dernière de je remets un peu tout en question, je change d'entourage, je suis pas forcément bien entourée, et puis ça a commencé avant, mais je commence à découvrir que j'ai envie de passer à autre chose, à me détacher, à chanter plus en fait, tout simplement, plutôt que rapper justement, ou être dans un truc assez dur, un peu plus dur, tu vois, au niveau de la voix et puis même des prods. Et mes musiciens, donc Louise et Tristan, sont dans la même réflexion personnelle par rapport eux à leur parcours de musicien. Donc ça facilite vachement les choses et on se dit ok, en fait on a envie plus de faire un truc qui s'approche de la pop, même si, tu vois, les frontières, je sais pas trop encore. Et donc oui, le virage musical. Le changement d'entourage accompagne ce virage musical. On doit tout changer, tout faire en même temps. C'est comme une renaissance, la fin d'un cycle. Comme on en vit tous dans notre vie. En fait, la musique, c'est un boulot aussi. Et comme quelqu'un qui devrait changer de poste ou de métier ou de, je sais pas, ou de collègue, en fait, c'est un peu le même délire, quoi.
C'est-à-dire que il y a un moment, faut reset le truc. Et en fait, moi, c'est assez modeste ce que je dis, parce que c'est un changement assez rapide. Ça fait que 4-5 ans que le projet existe. Donc en fait, là, c'est advenu au bout de 4 ans. Écoute, voilà, peut-être que dans 3 ans, c'est pareil, il y aura une autre phase. Peut-être pas de changement musical, mais pareil, de changement de statut, d'équipe, de nouvelles personnes. Je pense que c'est un truc mouvant, la musique. Je sais que vous aviez envie de parler ce soir particulièrement des différences aussi, de comment faire sa place dans la musique entre l'époque que toi tu as connue et celle que tu es en train de vivre, Pauline. Est-ce que tu dirais que c'est plus simple ou plus compliqué à ton avis de se faire une place d'après le témoignage de ce qu'a pu partager Thomas ? Eh bien, c'est très paradoxal. C'est plus compliqué parce que, je vais mettre un gros point là-dessus, mais je pense que c'est le nœud du truc. C'est qu'on est des produits plus que jamais. Donc il y a un truc de réseaux sociaux et donc qui nécessite d'avoir une triple, quadruple, cinquuple casquette qui rend les choses beaucoup plus compliquées qu'à son époque. Et il y a moins d'innocence, tout simplement, mais ça vaut pour tous les domaines de la vie, je pense. Mais il n'y a plus d'innocence. C'est-à-dire que tout est marketé, on sait à peu près ce qui va péter, on sait comment le faire, si on se débrouille bien. Enfin, je parle des majors, des labels, etc. Après, il y a toujours ce petit truc de magie qui restera et qui fait que il n'y a pas de recette et que voilà, mais globalement il y a quand même beaucoup de choses qui accompagnent un projet qui sont très pensées et du coup il y a moins d'innocence, il y a moins de magie, voilà, c'est un peu c'est plus facile parce que aujourd'hui tout le monde peut faire de la musique dans sa chambre, tout le monde peut faire de la musique en regardant des tutos. Eux ils ont dû je sais pas, se prendre des heures et des heures de transmission entre eux, ou je sais pas trop comment ils ont appris à faire des trucs dans leur époque de dinosaures, tu vois. Mais je savais que j'allais manger de toute façon. Voilà, ils ont et c'est tout aussi, enfin c'est d'autant plus respectable et tout. C'est-à-dire que je leur envie l'innocence de cette époque-là. Je pense que tout le monde peut leur envier, mais en même temps, et découvrir un truc, c'est genre comme découvrir une pépite d'or. Nous, on peut plus trop dire ça, tu vois. En fait, on se bouffe tellement de reels, de tutos, de machins, de guitaristes, de chanteurs, de machins. C'est la magie qui est différente. Alors, faut essayer de la créer autrement, mais tu vois, rien que tout à l'heure, je scrollais sur Instagram et ça m'a un peu interpellée à quel point là, des chanteuses pop, tu vois, qui font une petite pop un peu sage, et c'est sans critique, sans jugement, mais il y en a là, il y en a enfin en fait je scrollais mon feed et je me disais putain, le nombre de projets qui existent, toujours un peu dans la même veine, parce que là la vulnérabilité est très à la mode, donc ça va être des chansons assez intimes, et en fait il y a un schéma qui se répète, et toutes les majors, tu vois, bon, ça a toujours existé, si je peux me permettre. Ouais, j'imagine que tu vas pouvoir nous dire. Mais tout à l'heure, au début de la réponse de Pauline, alors le public l'a vu, mais pas à la radio, tu as quand même secoué la tête, t'étais pas vraiment d'accord sur... c'était avant ton propos sur la magie, mais plutôt sur le fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. T'es pas d'accord avec ça ? Ah si, sur le fait que ce soit plus difficile, je suis assez d'accord. Sur le fait que tout soit marketé, tout ça... Ça, c'est ce que veut toujours faire l'industrie, mais ça depuis moi aussi, quand j'ai commencé, je sais pas, par exemple, quand Noir Désir a commencé à émerger au milieu des années 80, les labels ne voulaient plus signer que des groupes qui chantaient en français comme Noir Désir et faisaient le même genre de musique. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qu'il y ait une forme d'uniformisation des majors, etc., c'est sûr. Mais en même temps, par exemple, aujourd'hui... il y a une multiplication à la fois des supports, à la fois, et puis alors on dit maintenant les projets, mais des artistes en fait. Là où, je sais pas, il y avait 10 groupes autrefois dans une ville, il y en a 100 maintenant, quoi. Je veux dire, ce lieu, par exemple, l'illustre bien. Je sais pas combien de groupes répètent au SEM, mais il y en a beaucoup. Et donc tout ça crée je vais pas dire une concurrence, mais quand même, il y a de l'émulation, mais il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de gens. Je pense que le programmateur du Tetris reçoit des centaines de mails tous les jours de groupes qui sont certainement de qualité et qui veulent jouer. Donc tout ça est plus compliqué par contre pour tourner, pour exister, pour émerger en fait là-dedans. Donc effectivement, il n'y a pas de recette, la petite magie pour tirer son épingle de cet océan d'informations et de cet océan de création, de créativité, de tout ça. C'est très compliqué. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, effectivement,
la différence entre moi qui suis carrément largué là-dessus maintenant et Pauline, c'est que c'est impossible d'exister en tant qu'artiste si on n'a pas une visibilité, une vie sur les réseaux, sur les plateformes, si on sort pas des trucs sur TikTok, sur YouTube, sur machin, ou en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc bon, voilà, je dirais que de ce point de vue-là, de toute façon, les choses ont beaucoup changé. L'industrie de la musique, elle a été entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, déjà, qui achète encore des disques, à part des vinyles aujourd'hui à la fin des concerts. La façon, comme je le disais, moi, quand j'ai commencé... alors attention, hein, moment vieux con, j'ouvre les guillemets, mais par contre je vais surtout pas faire de c'était mieux avant parce que c'était pas mieux, mais en fait moi j'aurais adoré à 14 ans avoir Spotify, vous voyez, mais je serais pas sorti de chez moi, c'est sûr, parce que j'aurais passé mes journées à écouter les disques que j'aimais, quoi, voilà. Par contre, comme j'avais pas Spotify, dès qu'il y avait un concert dans le bistrot à 20 mètres de chez moi, j'allais au concert, je payais 5 francs, puis je voyais, moi j'ai vu les Trogs ou la Mano Negra dans des bistrots, quoi, vous voyez. Et ça, par contre, aujourd'hui, on voit bien que c'est plus compliqué à faire exister. Et alors après, est-ce qu'il faut le regretter ? C'est juste que les choses changent, quoi. Donc, c'est paradoxal, c'est très très paradoxal. C'est-à-dire qu'on peut autant se réjouir qu'aujourd'hui les artistes puissent faire de la musique dans leur chambre et qu'ils aient pas besoin de payer des sessions de studio, même si bon, du coup c'est chiant parce que on paye plus les ingé sons. Enfin bref, c'est tout un truc ricochet hyper relou. Mais on peut se réjouir aussi de ça, quoi, parce que du coup c'est pas la musique pendant un moment, c'était un sport de riche quand même. Enfin, je veux dire, faut que tu puisses acheter un instrument. Faut que tu puisses te payer des cours, faut que tu puisses voilà, et il y a des parents qui se saignaient pour ça et génial, mais voilà, c'était pas donné à tout le monde non plus, même si tu voilà, et aujourd'hui tu peux acheter du matos archi pas cher et tu peux tu vois, il y a 4 ans quand on a commencé avec les potes, du coup on était dans la chambre et tout, et on était en mode non mais on peut pas sortir ça, on peut pas envoyer au mix nos trucs qu'on a règle dans la chambre. Bon, le premier EP, on l'a sorti comme ça finalement, mais on l'a toujours un peu regretté, tu vois, de pas... aujourd'hui, on se poserait même pas la question, on le fait en fait, tu vois. Entre-temps, il y a eu tellement de projets qui sont passés par là, où là, c'est des trucs... Alors après, il y a des excellents mixeurs, il y a un master, il y a des trucs... Mais je veux dire, dans la chaîne de production... Aujourd'hui, un artiste, même une artiste comme Iliona, pour ne citer qu'elle, là, qui fait une pop mélancolique, moi, que j'adore, elle disait en interview il n'y a pas si longtemps, elle fait tout dans sa chambre, hein, toute seule. Voilà, tu vois, il n'y a pas de... Elle envoie au mix, après, terminé, basta. Enfin, il y a un truc d'accessibilité qui est vachement changé. Donc ça, c'est hyper cool. Mais à la fois, du coup, ça donne qu'il y a énormément de monde sur le marché, même si c'est horrible de dire ça comme ça. Il y a énormément d'artistes, quoi, tout simplement, qui émergent et voilà. Mais oui, elle est loin à l'époque des cassettes, des CD, ou même où c'était par la radio qu'on pouvait se faire connaître. Là, il y a Instagram, TikTok. Peut-être même que pour des artistes, ça peut être un peu trop. En fait, ça fait peur parce que on passe de je joue de la guitare dans ma chambre à un truc où je dois m'exposer, faire des reels, faire des stories. Et puis c'est aussi un autre métier. Je sais que toi, tu t'occupes de tes visuels. On parlait un petit peu de ton entourage, mais en fait, tu es indépendante. Tu n'as pas de label, donc tu fais tout. Oui, tu fais tout. C'est un autre métier en fait. Là, on parle de quelqu'un qui pourra avoir le métier d'attaché de presse, de faire sa pochette d'album, tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ces vidéos, je sais que tu avais tourné un clip à la Halle. C'est tout un visuel qu'il faut avoir, mais en même temps, normalement, entre guillemets, il y a des personnes qui sont professionnel là-dedans. Donc tu te retrouves à devoir toucher à tout. Je dois faire mon TikTok, je dois faire mon Reels, mais en même temps, je dois penser aux paroles de ma chanson. Booker une salle de concert, c'est énorme. Et c'est pour ça que les premières années, je crois, elles sont hyper précieuses. Parce que moi, là, j'ai pu profiter de l'émergence, etc. Parce que dans les premières années, en fait, si tu te débrouilles bien, que tu te fais un peu repérer et qu'il y a un truc qui se passe pour toi, la musique, elle peut être ta vie, tu vois, pendant un an, tu te donnes, parce qu'en général, quand tu commences ton projet, tu vois, t'as mis un peu de thunes de côté, je sais pas, en fait, je dis ça, mais en fait, c'est peut-être que moi. Mais c'est peut-être que moi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, c'est super difficile de ne pas avoir, justement, d'avoir tout ce temps-là à consacrer à la musique. C'est plutôt ça. Là, pour moi, et encore, parce que moi, j'ai de la chance, je suis intermittente, donc j'organise mon temps, on en parlera peut-être aussi après, mais
Mais mon père aussi, on organise notre temps pour justement consacrer tout ce temps énorme. Mais oui, c'est un métier multifonction, laisse tomber quoi. Et en fait, en vrai, si tu mets pas de frein, en plus de tes jobs alimentaires, le soir, t'es encore à 23h. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses dont on parle pas. Moi, j'ai pas de label, mais j'ai quand même j'ai une structure qui est mon label en fait, c'est parce qu'il va produire mon projet là qui arrive. Enfin, il est en train de le produire. Et en fait, t'as tout l'aspect administratif de la structure que tu gères toute seule. Enfin, c'est une blague. En fait, t'es là, tu fais tes reels, tu réalises tes propres clips, tu fais le lien avec tes tech sons, tes tech lumière, tes musiciens pour les lives. Heureusement, moi, j'ai une chance énorme, c'est que je suis accompagnée depuis le début de mes 2 poteaux d'enfance et qui sont toujours dans le projet aujourd'hui et qui ont donné tellement de temps à ce projet alors qu'il porte mon nom, mais on est presque un groupe et qui donne évidemment moins que moi parce que je pourrais pas voilà, c'est juste tout à fait normal, mais qui donnent de leur temps quand même énormément, notamment tu vois, Louise elle va me soulager pour le live, enfin ce genre de truc. Mais oui, enfin c'est infini, je pourrais en parler pendant des heures du nombre de trucs qu'il y a à faire en étant indé quoi. Plus on rajoute l'intermittence, les heures à faire, et donc pour faire ces heures, parfois on n'a pas de live, donc il faut aller faire plein de choses. Donc Thomas, tu en es le bon exemple. Dans mon introduction, j'avais du mal, j'avais pas pris ma respiration tellement il y avait de titres, voilà. Tu fais des cours au SEM, toi aussi j'imagine que tu fais plein de choses à côté, donc en plus de toutes ces choses, il y a aussi les métiers à côté et le fait d'être multicasquette, donc en fait c'est... on souffle quand ? Ouais, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire comprendre, puisqu'on est là en fait pour présenter des parcours d'artistes ou de musiciens. Voilà. Moi aussi, quand j'avais 18 ans ou quand je suis arrivé au Havre, en fait, j'ai un peu commencé par manger mon pain blanc parce que effectivement, les premières années, je n'ai fait que de la musique. Et je me suis dit, c'est super cool en fait, c'est exactement ce que je veux faire et il n'y a aucune raison pour que ça change. Puis en fait, au bout d'un moment, mon groupe a splitté. Puis non, tu te dis tiens, c'est marrant, j'ai plus de boulot là. Et tiens, c'est marrant, mais je gagne plus une thune en fait. C'est rigolo comme truc. Bon, mais en fait, l'argent c'est une chose, faire bouillir la marmite c'est une chose. Moi, j'ai aucun problème à me dire si demain il faut que j'aille monter du placo. Bon, je suis pas très bon, donc c'est pas conseillé, mais bon, voilà, gagner sa vie, c'est pas un problème. Mais c'est plutôt que la musique, je pense que quand on est déterminé à se dire je vais vivre de la musique, il faut comprendre assez rapidement, enfin le plus vite possible, et si je peux faire gagner un peu de temps, tant mieux, qu'en fait c'est un engagement en fait. C'est un engagement presque au sens politique du terme, parce qu'en fait, la société, en général, elle n'est pas très disposée à te voir prendre ce chemin-là. Voilà, enfin, je veux dire, va en parler à ton propriétaire le jour où tu cherches un appart ou à ton banquier le jour où tu veux faire un emprunt. Tes fiches de paye de musicien, elles sont rarement accueillies avec enthousiasme, bouteille de champagne et cotillon. Donc, en fait, tu sais que tu vas rentrer dans un truc où tu es quand même un peu, que tu le veuilles ou non, que ce soit, même si c'est pas ça le projet de départ, tu vas être un peu à la marge du truc. Alors, le truc, c'est que ça s'accompagne forcément d'une forme de précarité. Les gens disent toujours « Ah là là, mais comment, mais tu... » En fait, bon, moi aujourd'hui, je considère que je suis pas plus précaire que n'importe qui, parce que vu comment la société a tourné, de toute façon, bien malin celui qui pourra me dire qu'il va garder son boulot jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça, déjà, c'est un problème qui est évacué. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça demande une organisation. Si on se pense, je sais pas moi, phobique administratif par exemple, c'est pas la peine d'essayer de faire de la musique aujourd'hui. C'est pas la peine. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de trucs. Le mec qui dit ah non, moi ça me fait chier de trier mes papiers et tout, il est mort. Il va tenir 2 mois, il va se faire radier de France Travail, les impôts vont lui tomber dessus et je sais pas quoi. Enfin, ça ne marchera pas, c'est évident. Et faut être rigoureux. Mais de toute façon, la musique pour ça c'est aussi un truc qui est chouette, c'est que c'est une école de la rigueur en fait. C'est que quand on veut maîtriser un instrument, quand on veut qu'un groupe sonne, quand on veut qu'un disque sonne, il faut être rigoureux. Et ben, cette rigueur-là, cet engagement-là qu'on a dans son expression artistique, en fait, on n'a pas trop le choix que d'avoir le même dans sa vie. Et ça veut dire aussi que, par exemple, il faut être prêt à se dire, moi, par exemple, effectivement, je suis intermittent et je suis amené régulièrement à aller travailler, par exemple, au Volcan comme machiniste de théâtre. Machiniste de théâtre, c'est pas du tout ma vocation à la base, voilà. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. Et puis, l'autre engagement que j'ai qui est très fort, t'en as parlé, c'est celui que j'ai avec le SEM. Ça fait 28 ans que je suis prof dans cette boutique. Donc, en fait,
et là je parle pour moi, ma vie, mon œuvre, désolé, mais en fait je pense que ça peut aussi éclairer peut-être des gens plus jeunes qui voudraient se lancer dans des carrières entre guillemets un peu de ce type-là, c'est qu'il faut essayer de se constituer un écosystème. C'est comme ça que je le définis en fait, moi. Un truc qui va te permettre en fait d'équilibrer les choses de manière à ce que tu puisses continuer à faire ton truc, continuer à faire de la musique, continuer à aller jouer dans des groupes, à accompagner des artistes, etc. Alors c'est compliqué. Et puis ça implique d'être rigoureux parce que si à un moment ton projet artistique, ton employeur, moi j'ai la chance par exemple que le SEM a toujours joué le jeu de me laisser partir en tournée, de me laisser partir en enregistrement, ce genre de trucs. Mais aussi parce que derrière, j'ai toujours assuré. Même en tournée, j'entrais le dimanche de tournée, le lundi, j'étais avec les gamins de 4 ans. Alors, je vais te dire, tu risques pas de te prendre pour une star. Hein. Tu te retrouves le lendemain avec 6 gamins de 6 ans, ça te fait redescendre tout de suite. Mais il faut le faire. Et c'est fatigant, ça peut être épuisant. Mais bon, c'est mieux que de pousser des wagonnets au fond de la mine, hein, franchement. Hein. Donc, je pense que c'est super important ce qu'il dit, parce que je pense qu'il faut avoir ce backup, qui d'ailleurs peut être un métier ou des métiers aussi à côté qui sont tout aussi intéressants et qui te permettent aussi de prendre du recul par rapport à ta vie artistique à côté pour les années où tu ne feras pas ton intermittence qu'avec la musique. Moi, ça m'est arrivé une fois la première année. Là, ça fait 3 ans que je suis intermittente. Moi, par exemple, je suis décoratrice au cinéma à côté de la musique. J'ai fait mes études aux arts déco. Moi, de base, la musique, c'était pas... j'en ai toujours fait, mais j'ai pris une pause pour justement me dédier aux arts plastiques pendant un long moment de ma vie, finalement. Et c'est en césure des arts déco que j'ai monté... mon projet en coloc avec ma musicienne actuelle. Mais ce truc-là, en fait, je l'ai toujours nourri. C'est-à-dire que j'ai toujours fait un film par an et j'ai toujours construit mon réseau sur le côté, et aujourd'hui ça me sauve. C'est-à-dire que moi je fais un film et après le reste de l'année je fais de la musique. Et voilà. D'ailleurs, sort en salle, si je peux faire un peu de pub, un film qui s'appelle Baise en ville à la fin du mois. Voilà. Réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle Martin Jova. C'est très coloré, c'est très pimpant. Et voilà, j'ai signé les décors avec mon chef déco. Voilà. Donc... je vous conseille d'aller le voir. Eh ben, on ira le voir. Mais tu le disais, c'est une nécessité, mais j'imagine que ça a aussi sa richesse. Ah mais à fond. De faire plein de choses. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme tout. Si on fait les choses avec enthousiasme, enfin, par exemple, encore une fois, monter des décors de théâtre, a priori, c'était pas du tout une vocation. Mais déjà, le truc important, c'est avec qui on fait les choses. Alors ça, tiens, je fais une petite parenthèse. Faire de la musique, si on se démerde bien, si on travaille, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Trouver les bonnes personnes avec qui faire de la musique, c'est plus difficile. Voilà, donc ça, j'ai 10 000 expériences malheureuses avec des gens, mais j'ai aussi des expériences merveilleuses avec les gens. Donc voilà. Mais c'est jamais gagné. Et par contre, il n'y a rien de monter des décors de théâtre. Le faire avec des gens sympas, déjà, c'est super. Hein, voilà. Et puis, on apprend des choses en fait, quoi. Enfin bon, moi je suis un peu curieux, donc ça m'intéresse des fois de voir comment un metteur en scène ou un scénographe a pensé son truc. Bon, ça m'amuse moins quand je vis d'un 38 tonnes, évidemment, mais quand même. Et en tout cas, je trouve qu'il n'y a rien de, de déshonorant ou de... je fais pas de jugement de valeur là-dessus, quoi. Je me pose même pas la question. En fait, je me dis que le temps que je passe là au Volcan, ou alors, là évidemment le rapport il est beaucoup plus évident, le temps que je passe à transmettre ce que je sais faire à des enfants, à des adultes, etc. Là, il y a un lien qui est beaucoup plus évident. Mais en fait, pour moi, ça fait partie du même truc. Ça fait partie de mon projet de vie qui est de me permettre quand même toujours d'être relativement libre. Je suis très épris de liberté individuelle et puis d'être libre de consacrer mon temps à la musique en particulier. Voilà. Non, j'allais compléter. C'est vrai qu'au tout début de la musique, quand j'ai commencé mon projet, je me le suis un peu pris dans la gueule, ça, ce truc de... en fait, le soir, t'es sur scène et le lendemain, tu décharges des trucs, tu fais complètement autre chose. Et c'est que, je pense, l'année dernière que pareil, j'ai commencé à avoir cette réflexion de... en fait, c'est trop bien.
enfin, c'est trop bien de pouvoir s'extraire aussi de ce truc-là et aussi pour compléter le fait que ça nourrisse ta musique. Bah moi, tous les réalisateurs, tous les gens qui ont fait l'image de mes clips, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le ciné. Et ça, c'est hyper précieux. Enfin, c'est un des exemples qui prouve que tu peux faire des ponts assez intéressants en bossant ailleurs et en découvrant d'autres choses. Donc, évidemment, si c'était en faisant une retraite dans les Pyrénées pendant 3 mois à se dorer la pilule, je dirais pas non. Mais en fait, je pense que c'est aussi super intéressant d'avoir d'autres expériences, quoi. Et je sais que vous aviez envie de parler aussi justement de la méconnaissance du public sur ce métier, sur ce job, parce que on en parle souvent, mais l'intermittence, après on a un peu la même chose à la radio, c'est de dire ah ben oui mais t'as fait un concert samedi donc ton job il est fini. Moi à la radio j'ai 1 heure d'émission, on me dit ah bah donc tu travailles qu'1 heure dans la journée. Non, c'est le cas pour vous aussi et je sais que tu voulais en parler un peu Thomas de cette méconnaissance du travail qu'il y a derrière. Et l'organisation. Ouais, intermittent feignant, quoi. Voilà. Puis alors là, c'est par les temps qui courent, c'est très à la mode. Mais en fait, personnellement, je m'en fous. Mais le fait est que c'est vraiment il y a cette histoire des fameux 43 cachets, tout ça, mais je sais pas si les gens sont au courant. Faut faire 507 heures de travail, 43 cachets pour obtenir ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle, etc. Donc si on fait le rapport, et ça ouvre des droits à un chômage plus avantageux que le chômage au régime général, qui permet aux artistes de toucher des indemnités pour travailler, préparer leur spectacle. C'est un truc franco-français, ça n'existe qu'en France. Il y a un système un peu équivalent en Belgique, mais c'est ce qui a donné lieu en fait, peu ou prou, à ce qu'on a appelé l'exception française en matière culturelle. Enfin bon, après, je ne vais pas refaire l'histoire de tout ça. Mais il y a 2 choses là-dedans. Le premier truc, c'est que quand on se présente comme artiste ou musicien, le grand public attend de vous que vous soyez tout de suite une énorme vedette, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes musicien, vous devez être successful, vous devez être riche et célèbre, en gros. C'est un peu ça l'idée, quoi. Je ne cache pas que quand on a 15 ou 16 ans et qu'on monte son premier groupe de rock, ça fait un peu partie des objectifs. Mais heureusement, on est vite ramené à la réalité. Et puis aussi, moi, j'ai évolué dans des esthétiques où, ok, il y avait les Rolling Stones, mais il y avait aussi des groupes de punk qu'on adorait et qui vendaient 20 disques en Europe. Donc, qu'importe. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, intermittent du spectacle n'est pas un métier. Voilà, ça c'est le premier truc. Le métier, c'est musicien ou décorateur de cinéma ou qu'importe, mais c'est pas un métier. Mais ce qui est important pour le métier de musicien, en tout cas, c'est qu'il y a plein de formes, il y a plein de musiciens différents. Il y a des musiciens de studio, il y a des musiciens de bal, il y a des musiciens qui jouent en groupe, il y a des musiciens qui jouent solistes, il y a des musiciens qui font des musiques de films, des musiques de pub. Enfin, faire de la musique, être musicien, ça englobe plein de possibles. On n'est pas obligé de s'arrêter sur un format, de faire un seul truc. On peut jouer tout seul, on peut composer tout seul dans sa chambre, ou alors on peut adorer être sur scène avec 3 potes. Enfin, déjà, il y a plein de possibles. Et il ne faut pas s'arrêter, je pense, quand on est un jeune musicien, à une seule possibilité, une seule esthétique. En fait, c'est toujours pareil, quoi. Faut essayer de se frotter à plusieurs trucs et c'est toujours intéressant. Et là, alors là, pour le coup, tout se nourrit de tout. Franchement, je peux en attester. Ça, c'est le premier truc. Et puis, juste pour cette histoire d'intermittent feignant, voilà, c'est 507 heures, c'est vraiment la toute partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que derrière, le boulot qu'on fournit tout le temps, et là, je vais certainement pas faire pleurer dans les chaumières, je l'ai choisi et il n'y a aucun problème et je le fais vraiment de bon cœur. C'est beaucoup plus important que ça, quoi, en fait. Et Pauline en parlait, le fait de chercher tes concerts, le fait de gérer ton image, de gna gna gna. Aujourd'hui, je parle, c'est encore plus compliqué, mais c'est un travail quotidien, vraiment, et permanent. Et je ne parle même pas du travail artistique lui-même, parce que c'est quand même ça le plus important, qui consiste quand même à composer, à arranger, à travailler, à tout ça. Et ça... Ah ouais, ok, c'est passionnant, c'est tout ça, mais c'est chronophage, ça prend un temps fou, voilà. Donc voilà, je me plains pas du tout. Et puis encore une fois, tout ça, c'est des choix de vie, voilà. Simplement, des fois, dans l'humeur du moment, ça m'énerve de me dire que potentiellement, on pourrait faire disparaître
Ce qui a fait quand même que notre pays, c'est un pays où il y a des dizaines de festivals, c'est assez unique, on s'en rend pas compte, où il y a des dizaines d'équipements et où le poids du spectacle vivant, c'est quelque chose qui je crois, égale le poids de l'industrie automobile. Voilà. Et du coup, ça c'est rarement dit par contre. Et on le sait, la culture et la musique en particulier, c'est des choses qui ont des résonances dans la vie des gens, et pas seulement ceux qui en font, mais dans la vie des gens qui écoutent, qui vont au concert. C'est des choses qui des fois marquent les gens d'une manière absolument indélébile. Alors j'ai pas du tout la prétention, moi, d'avoir marqué les gens d'une manière indélébile par mon œuvre, mais par exemple, on a fait une reformation il y a pas longtemps de mon premier groupe, les Roadrunners, au Tetris. Les retours qu'on a eu de ça, la façon dont les gens ont parlé de ce concert et des deux qu'on suivit, vous pouvez pas imaginer comme c'est touchant. Et on se rend compte que vraiment, ça a une importance pour des gens qui est primordiale, en fait, qui est quelque chose de c'était quoi le terme pendant le Covid, d'essentiel, voilà, absolument. Excusez-moi, ce laïus un peu long. Non, mais c'était intéressant, mais... Pauline, tu en parlais au début, en effet, de cette idée de la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite ? C'est quoi sa définition ? Est-ce qu'on a besoin d'être une vedette pour avoir réussi ? Non. Je crois pas. Non, que tu voulais dire. En plus, moi j'ai l'exemple à côté. Voilà, c'est pas une vedette, on va pas se mentir. Toi peut-être. Non, oui, c'est ma petite vedette, mon petit daron. Merci. Non, mais oui. Enfin, voilà, il y a mille exemples de carrière, de parcours et tout qui montrent que, en fait, faire ton chemin dans la musique, ça veut pas dire juste remplir des zéniths. C'est un chemin plutôt agréable. Je pense que ça doit être sympa. Mais il y a d'autres parcours qui existent, et en fait. C'est aussi un métier comme un autre, à la différence que c'est un métier dans lequel on prend du plaisir. Donc finalement, tu sais, faire des zéniths, etc., incroyable, génial, si ça peut se passer comme ça, trop ouf. Mais au moins, si c'est pas le cas, ça reste quand même un métier où tu vas kiffer. Ça va être dur aussi, et ça, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, je compléterai après. Mais ça veut dire aussi que voilà, tu prends du plaisir toute ta vie à faire ce que t'aimes. Enfin, si tout se passe bien, en tout cas. Donc c'est quand même génial. Et pour compléter, ce truc de vous les saltimbanques, vous êtes payés à rien faire, vous travaillez, vous êtes cachetonné 12 heures alors qu'en fait vous passez 1 heure sur scène. Ce qui est dingue, c'est que si on devait vraiment compter les heures qu'on devait faire qu'on a fait pour cette heure sur scène, justement, ça se chiffrerait en trentaine ou quarantaine ou cinquantaine d'heures en fonction du show et en fonction du projet. Et malheureusement, l'économie du projet, surtout quand tu es indépendant comme ça ou quoi, elle ne permet pas du tout d'être payé sur ces heures de répétition. C'est le cas de la majorité des artistes, à part quand tu es signé, et encore, parce que maintenant, les répétitions, il y en a qui ne sont pas payées. Donc ça, faut en finir définitivement avec ce truc, parce que voilà, je sais pas qui dit ça là maintenant en 2026, alors oui, si, oui, si, c'est très à la mode, c'est sûr, mais voilà, c'est faux en fait. En plus d'être con, c'est super faux, c'est ça. En tout cas, ça évolue. Au maximum. À l'époque, on commençait à jouer dans des bars où on n'était pas payé. Aujourd'hui, il y a quand même cette envie de rémunérer l'artiste, valoriser vraiment son travail, de plus en plus. Alors, de plus en plus, ça s'est énormément professionnalisé. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que des jeunes gens comme Pauline ici présente sont informés sur ce qu'est l'intermittence. Ils sont formés. Ils sont informés aussi et formés surtout sur le son, la lumière, les réseaux, enfin tout ce qu'on a déjà précédemment évoqué. Et effectivement, il y a de la part en général des organisateurs une volonté de rémunérer les musiciens. Mais ça s'accompagne de plusieurs trucs. Alors déjà, il y a un chiffre que je voudrais donner qui me fait toujours rire. C'est que mes premiers cachets, quand j'ai commencé en 1991 à travailler de façon professionnelle, j'étais payé au cachet minimum, ce qui me convenait très bien, qui était de 500 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 75 €. Ok ? Bon. J'ai encore touché, je crois, au mois d'octobre, un cachet de 80 €, qui était le cachet minimum pour une prestation, voilà. Ce qui veut dire que le cachet minimum des artistes en France, il n'a pas bougé
depuis 1991. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça veut dire que en fait, c'est comme si le SMIC aujourd'hui était encore à 700 € ou un truc comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je laisse les organisateurs réfléchir sur ce problème épineux. Voilà. Mais bon, ça c'est une chose quand même. Donc il y a une rémunération, mais franchement, elle n'est pas à la hauteur, quoi. Faut être clair et net. Si vous vivez de tournées comme ça, vous allez vivre au minimum. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de devenir riche. Ça dépend de son rapport à l'argent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, c'est pas franchement un moyen de faire fortune à tous les coups, je le confirme. D'accord ? Après, ça s'est effectivement beaucoup professionnalisé sur tout le reste, mais le pendant aussi, c'est que du coup, quand il faut payer les groupes, par exemple, on prend de moins en moins de groupes. Moi, j'ai appris beaucoup mon travail en faisant des premières parties, d'accord ? Mais des premières parties qui étaient rarement rémunérées à leur juste valeur. On nous disait, tiens, vous allez faire la première partie de Die Pretty à l'Ubu, groupe australien à l'époque. Hop, qui allait, on filait généreusement 1000 balles pour le groupe, et très bien, super, nous on acceptait, pas de problème. Aujourd'hui, une salle, et je les comprends, s'ils veulent être dans les clous, le petit groupe local, même si c'est le petit groupe local et qu'ils veulent le prendre en première partie, il y a 5 personnes, c'est 5 cachetons à 80 €, mais c'est quand même c'est de l'argent, et ça coûte trop cher. Donc on en arrive à des formats où on te dit, ah ouais, mais non, mais ce serait mieux en duo en fait. Ou ce serait mieux en trio. Donc en fait, les contraintes économiques ont aussi une incidence sur les contraintes artistiques. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est systématique, et puis les esthétiques elles changent aussi, et il y a de plus en plus de gens aussi qui jouent en solo, qui jouent en duo, mais je pense quand même que la contrainte économique, elle est importante aussi dans cette dimension-là. Et qu'il y a plein d'artistes, enfin le groupe de rock tel que moi je l'ai connu au départ quand je connaissais, c'est quelque chose, je trouve, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant, mais c'est quelque chose qui est en train de passer, et pas seulement pour des raisons artistiques. C'est aussi qu'un groupe qui commence, c'est impossible d'en vivre, enfin, ou du moins c'est impossible de tourner, sans même parler d'argent, c'est impossible de se produire, quoi. On dit, ah non, vous êtes 5, fait chier, quoi. C'est trop compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a toujours un revers à la médaille. Et après, par contre, il faut reconnaître que voilà, on joue maintenant dans des salles équipées, avec des équipes formées, avec du matériel de qualité. Oui, il y a eu d'énormes... Enfin, c'est le jour et la nuit. C'est plus du tout l'époque que j'ai connue au début. Et c'est tant mieux. Ouais. Moi, pour répondre à ça, ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps, c'est que c'est vrai qu'eux, ils ont connu tout un truc de la tournée, tu vois, à l'arrache, quoi. Ce que des groupes de rock indés connaissent encore. Moi, les seuls potes qui font ça, qui vont se faire une tournée en Espagne, tu vois, où ils vont pas être payés, c'est des groupes de rock, ça fait partie de leur culture. Et ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée dans la musique à un moment où c'était plus du tout admis de faire ça, parce que ça fait du tort ça fait du tort au milieu un peu, de se dire voilà, tu vas pas être... Et à juste titre en fait. Mais c'est vraiment une réflexion, tu vois, que je me fais, parce que on sait très bien que c'est des endroits où aussi, comme il l'a dit, et comme on l'a vu dans le documentaire des Roadrunners qui est passé avant votre show là, vous avez tellement joué, tellement joué, que vous avez appris, qu'après vous connaissiez le truc sur le bout des doigts. Et moi, je sais pas, c'est une réflexion que je me fais, mais je me dis, si j'avais été dans une autre époque, parce que tu vois, j'aurais fait des trucs dans les bars et tout, plus innocemment. En fait, moi, j'ai pas du tout fait ça. Et c'est un truc, parce que aussi ma musique s'y prêtait pas forcément. Mais c'est pas forcément vrai, tu vois, on aurait pu trouver des formules et tout, mais c'est un peu un truc sur lequel j'ai envie de revenir. Alors, mais tu vois, je vais pas dire ok, me payez pas, trop bien me payez pas, tu vois. Mais voilà, c'est une réflexion, j'ai pas de réponse, hein. C'est ouvert comme truc, mais c'est vrai que c'est une époque assez différente, tu vois, de ce point de vue-là, où tu vis pas les mêmes choses, et je te dis, moi quand je suis arrivée, mes premières expériences, elles ont été en première partie de gros artistes au Tetris, et je les remercie chaleureusement pour toutes ces expériences de ouf. Mais c'est vrai que tout de suite on a été dans un truc super professionnalisant, et pas genre on fait ses armes tout seul, on va jouer dans les bars, voilà. Il n'y a pas de moins bien ou de mieux, quoi. C'est juste différent, mais ça apprend des choses aussi assez différentes.
Voilà. Ouais, parce que pas aller dans les bars, c'est aussi chercher d'autres salles, peut-être des plus grosses où c'est difficile d'accéder aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et c'est aussi ne pas sombrer dans l'alcoolisme, ce qui est quand même toujours bienvenu. Voilà, petit message de prévention. Si on est ici ce soir, c'est surtout pour ce bavardage. Donc c'est aussi pour donner votre expérience à peut-être des personnes qui se cacheraient dans la salle ici, qui auraient un projet, une envie, mais qui n'oseraient pas se lancer ou qui peut-être manqueraient de conseils. Toi, quand tu as commencé, est-ce que aujourd'hui, dans toutes ces réflexions que tu te fais, tu te dis j'aurais bien aimé avoir cette info-là, ou j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise écoute, ça va se passer comme ça. Il y a un truc où tu te dis c'est bien d'avoir l'info, quoi. Ça aide un petit peu pour tout ce schwimblick. Il y a plein de trucs. Déjà, je pense qu'il faut avoir une phase où on est un peu innocent et on se concentre sur sa musique. Donc, je dirais pas sortir trop tôt des choses, garder cette bulle de création. En fait, on est super excité de faire découvrir sa musique au monde. Le problème, c'est que si on veut en faire vraiment un métier, je pense qu'il faut se concentrer un peu, se trouver un peu, etc. C'est pas forcément des vérités, ce que je dis. Je parle vraiment de mon expérience, surtout dans la musique actuellement. Je pense qu'il faut garder ce truc, si on peut se le permettre, essayer de construire sa petite équipe et de pas forcément tout de suite essayer de rentrer dans le truc professionnel, des sorties, etc. Mais déjà se construire soi-même en tant que musicien. Ça c'est un truc un peu précieux, parce qu'après tout arrive assez vite, tout sautement. Et le deuxième chose que je dirais, c'est toujours creuser, chercher à comprendre comment ça se passe. En fait, tu peux pas tout faire tout seul. Enfin, c'est vrai et pas vrai à la fois. Par contre, il faut que tu comprennes comment ça marche, pour pas te faire avoir. Et ça, c'est hyper important. Il faut toujours creuser, rester quand même un peu innocent. Enfin, tout est paradoxal, de toute façon. Je pense que il faut chercher à comprendre comment ça se passe, quels sont les rouages de la musique professionnelle, pour pouvoir justement bien t'entourer. Ça, c'est un truc super important. Thomas, toi aussi, un conseil à donner, surtout avec ton expérience, tu le disais, l'époque qui change. Peut-être qu'un conseil qu'on t'aurait donné à l'époque n'aurait plus vraiment sa valeur aujourd'hui, mais un petit truc. En fait, je crois que si quelqu'un veut se lancer, en fait, il faut se lancer, parce que c'est ça aussi qui est difficile au départ, quand on se dit je vais faire que de la musique. Déjà, il faut voir la tronche que font vos parents et vos proches en général quand on annonce ce genre de projet. Je pense toujours aujourd'hui. Mais en fait, si vraiment on est motivé, faut se lancer. Et puis, faut vraiment déconner à plein tube, mais sérieusement, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut y aller à bloc. Il faut vraiment essayer de s'amuser aussi, parce que la musique, c'est quand même ça aussi, c'est quelque chose d'amusant. Il faut prendre du plaisir, il faut se marrer, il faut jouer, il faut dérailler, il faut essayer des trucs, mais il faut le faire sérieusement. Voilà, c'est un peu con comme conseil, mais en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé d'être entouré de gens qui déconnaient hyper sérieusement. Voilà. On arrive à la fin de ce temps qui nous est donné pour cet échange. On va avoir l'occasion d'entendre les questions du public. Avant, je me demandais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous vouliez vraiment appuyer sur toutes ces conversations qu'on vient d'avoir. Non, merci, et merci pour ce débat super bien mené. Ouais, carrément. Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter non plus. Je pense qu'on a bien parlé. Je pense. On va dire au revoir aux auditeurs de Westrack, puisque ce podcast est enregistré, rediffusion. N'hésitez pas à regarder sur le site. D'ailleurs, le premier épisode, la première édition, est aussi à retrouver sur le site. Nous, on va se prendre un temps avec le public pour quelques questions. Si vous avez des choses à ajouter, peut-être des interrogations. Et puis, n'hésitez pas à venir le mois prochain. Donc, ça se passe au Tetris. C'est tous les mois. Je vous invite à vous rendre sur le site du Tetris et du SEM pour avoir toutes les informations. Alors, on dit bonsoir aux auditeurs de Westrack. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Pauline. Merci. Nous, on reste ensemble si jamais vous avez des questions. C'était Bavardage, un programme proposé en partenariat avec le Tetris et le SEM. Retrouvez le mois prochain l'édition suivante. Plus d'informations sur le site letetris.fr.